Mon nom est Frédéric Gosselin, professeur en génie mécanique à Polytechnique Montréal. Dans cette série de capsules, on va voir ce que c'est que la méthode énergétique pour obtenir une formulation élément fini. Et puis, on va aussi passer au travers de la diversité des éléments les plus communs utilisés en éléments finis en mécanique du solide. Mais avant de se lancer dans tout ça, je vous propose qu'on revienne à la base puis qu'on reconsidère ce que c'est que notre modèle élément fini. Donc, notre modèle élément fini, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose de purement numérique, c'est quelque chose qui est formulé à la base pour simuler quelque chose de physique. Et donc, tous les matériaux qu'on a simulés jusqu'à présent et tous ceux qu'on va simuler d'ici la fin du cours, ce sont des matériaux linéaires isotropes. Et donc, nos formulations éléments finis sont intrinsèquement basées là-dessus. Donc, je vous propose qu'on vienne l'écrire de façon explicite. La loi de comportement isotrope d'un matériau, c'est quoi? Ben, c'est la loi constitutive de Hooke. Donc, qu'est-ce que c'est la loi constitutive de Hooke? Ben, vous vous souviendrez que on a, par exemple, la déformation en X qui va être donnée par l'inverse du module de Young, la contrainte en X, et puis les effets de Poisson, donc notre coefficient de Poisson avec sigma Y puis sigma Z. On a quelque chose de similaire en Y, donc on va avoir la déformation en Y, l'inverse de Young, notre contrainte en Y, les effets de Poisson, sigma X plus sigma Z, la déformation en Z, l'inverse de Young, notre contrainte en Z, les effets de Poisson, sigma X plus sigma Y. Donc, on a les trois déformations, en X, en Y, en Z. Et puis, on va avoir aussi les trois changements d'angle. Hein? C'est-à-dire qu'on va avoir gamma XY qui va être donné par le cisaillement taux XY divisé par le module de cisaillement G. Similairement, en YZ, avec taux YZ, notre module de cisaillement, et puis, pour terminer, XZ, avec taux XZ sur notre module de cisaillement. Donc, la loi constitutive de Hooke, pour un matériau isotrope, ce sont en fait 6 équations scalaires pour nos déformations en X, Y, Z, nos changements d'angle. Et donc, c'est lié aux contraintes en X, en Y, en Z, et puis notre cisaillement en X, Y, Z. Et on a notre module de Young, notre coefficient de Poisson, et puis notre module de cisaillement qui est lié aux deux autres paramètres. Donc ça, on peut l'écrire sous forme scalaire, mais on peut aussi l'écrire sous forme vectorielle. Donc, comme je l'ai dit, on peut l'écrire sous une forme scalaire, mais on peut aussi l'écrire sous une forme vectorielle. Et donc, ça va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus pratique de l'écrire sous forme vectorielle parce que ça va être systématique. On va avoir quelque chose de toujours pareil. Et puis, en informatique, ça va bien travailler avec des matrices, des vecteurs. Donc, on retrouve bien nos 6 mêmes équations à propos des déformations et puis des changements d'angle en fonction de nos contraintes et puis de notre cisaillement. Et puis, afin de diversifier un peu les choses, on a ajouté aussi les coefficients de dilatation thermique avec le changement de température qui, lui aussi, nous engendrerait des déformations. Et donc, en fait, ce qu'on obtient, c'est une grosse matrice ici, qu'on va appeler la matrice C ou la matrice de souplesse, qui fait le lien entre nos déformations et puis nos contraintes. Donc, si on prend l'inverse de cette matrice-là, on peut obtenir une grosse matrice qu'on va appeler la matrice E, et puis ça nous permet d'écrire nos contraintes en fonction de nos déformations, avec des déformations epsilon 0 qui sont celles liées à la dilatation thermique.
Et puis, on peut généraliser encore un petit peu, on peut rajouter, prendre en compte d'autres effets. Par exemple, si on a des contraintes résiduelles qui sont déjà présentes dans notre matériau avant même qu'on applique le chargement externe, on peut les entrer dans notre équation comme ça ici. Donc, ce qui va être intéressant d'avoir cette formulation-là ici, c'est que c'est compact. Hein? Lorsqu'on va travailler, soit sur papier ou à l'ordinateur, c'est simple, c'est toujours pareil. On a nos contraintes, nos déformations liées à la dilatation thermique, nos contraintes résiduelles avec notre matrice E. Donc, nous, on a écrit la loi constitutive de Hooke pour un matériau isotrope, mais si on avait un matériau anisotrope ou orthotrope, c'est juste quelques termes qui changeraient dans nos matrices E, mais sinon, on obtiendrait quand même une formulation compacte comme ça ici. Et puis, ça va être intuitif de travailler avec ça parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait dans votre premier cours de résistance des matériaux, lorsqu'on disait que la contrainte, elle est liée à la déformation par le module de Young. Donc, en 1D comme ça, lorsqu'on travaille sous forme vectorielle, même en 3D, avec un état complexe de déformation puis de contrainte, on a quand même une équation qui ressemble à celle qu'on avait en RDM. Et donc, c'est à partir de cette équation-là qu'on va travailler pour obtenir notre formulation élément fini avec l'aide de la méthode énergétique.